Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Clément Gonon, qui est directeur adjoint du cinéma UGC, Ciné-City à Paris-Bercy. Merci beaucoup Clément d'être aujourd'hui avec nous pour parler du management. Avec plaisir. Alors peut-être on pourrait commencer par votre présentation. Alors moi je suis directeur adjoint, vous l'avez dit, du cinéma UGC Ciné-City Bercy. C'est un gros cinéma, un gros complexe de 110 employés, 5 points de vente alimentaires, donc restauration, cinéma traditionnel. Dans ces 110 employés, on compte une vingtaine de managers, 5 chefs d'équipe, directeur adjoint, un directeur. D'accord, donc une belle équipe. Une grosse équipe. C'est ça, plusieurs niveaux hiérarchiques. Et donc j'imagine vraiment une équipe avec tous les âges, tous les profils et beaucoup de métiers. Beaucoup de métiers, on a tout ce qui est agent, donc c'est des gens âgés entre 20 et 30 ans maximum, c'est la majorité des employés, 80 à peu près. Ensuite on a des managers qui sont généralement un petit peu plus âgés, des agents qui ont évalué manager par opportunité, puis des chefs d'équipe, on a des chefs d'équipe de 35, 40 ans, enfin un directeur adjoint, un jeune directeur adjoint de 29 ans, ah oui. et un directeur donc d'une quarantaine d'années. Alors comment on devient manager et manager de manager? Par évolution, j'ai travaillé dans la distribution, dans des magasins petits format, entre 15 et 20 salariés. Je suis devenu directeur de ces magasins. Et à la suite de ça, on est venu me chercher, UGC est venu me chercher pour me proposer un poste de directeur adjoint. Donc en fait, j'ai évolué, j'ai commencé à employer. On m'a proposé parce qu'on considérait que j'avais le profil, que j'avais un potentiel. On m'a formé. Puis petit à petit, je suis devenu donc manager, puis directeur adjoint de magasin, directeur de petit format. Et là, aujourd'hui, directeur adjoint d'un plus gros format, d'une grosse entreprise. Donc il y a vraiment des métiers dans le management où on peut évoluer et suivre une filière. Alors ma première question, ça serait en fait, on dit souvent que dans les fonctions du manager, c'est important qu'il sache décider. Alors comment vous pourriez nous donner vos trucs pour arriver à décider au quotidien? Alors, décider, ça peut être difficile et ça peut être naturel. L'idée, c'est de s'entourer un maximum d'objectivité. Il n'y a pas de décision difficile à prendre. Les décisions difficiles, elles s'imposent d'elles-mêmes. C'est ce qu'il faut se dire. On s'entoure un maximum d'objectivité, de faits, référentiels de compétences, procédures, et on ne laisse rien au hasard. Pas de subjectivité. On essaye de mettre un maximum le côté humain de côté, même si des fois c'est très compliqué. Donc il faut que ce soit naturel. Les décisions difficiles, elles existent, certes, il y a des fois on ne peut pas y échapper, quand il faut arrêter, il faut mettre fin à une période d'essai. Là, on a beau expliquer les raisons, c'est déjà délicat d'expliquer les raisons parce qu'on s'expose à des restrictions légales, mais en plus, quand on explique les raisons, c'est pas toujours compris, on n'a pas toujours suivi le collaborateur de la bonne façon. Donc là, la personne qui est en face a l'impression que la décision vient de nous, qu'elle pourrait être autrement, alors que ce n'est souvent pas le cas. Donc là, c'est difficile de s'extraire, c'est l'habitude, je dirais. Il faut oser, il faut se poser toujours la question de ce qui est bon pour le business, ce qui est bon pour l'entreprise, et de faire ce qui est bon pour l'entreprise. Si on ne le fait pas, c'est une faute professionnelle. Donc après, j'aime toujours expliquer dans le quotidien la différence entre l'erreur et la faute. Sanctionner une erreur, c'est quelque chose de difficile, quelque chose de terrible même, parce que c'est injuste. En revanche, sanctionner une faute, c'est quelque chose de naturel. Tout le monde a le droit à l'erreur, on est humain, on fait des erreurs. Une fois qu'on a donné aux collaborateurs les moyens de ne plus reproduire ces erreurs, de s'améliorer, de développer ses compétences, qu'il en a conscience, alors l'erreur reproduite devient une faute et c'est naturellement qu'elle est sanctionnée. Donc c'est ça, encore une fois, s'entourer un maximum d'objectivité et ne rien mettre maximum de côté le facteur humain, on va dire. Mais il joue beaucoup, mais il ne doit pas jouer dans la décision. Donc pour vous, la décision est rationnelle, elle s'impose par les objectifs, les process, et c'est au manager de décider en enlevant son côté émotionnel et subjectif. Tout à fait, même si des fois c'est difficile, c'est vrai. Ouais. Alors par contre, on dit aussi que, au-delà de la décision, le manager a une deuxième fonction qui est celle de la motivation. Tout à fait. Alors comment motiver des personnes qui sont différentes sur des métiers différents et peut-être des attentes différentes? Tout à fait. Alors pour moi, il y a trois niveaux dans la motivation. D'abord, il faut s'attacher à éliminer tout ce qui est source de démotivation. Ça, c'est un premier volet.
Notre rôle, moi je le répète souvent à mes collaborateurs, c'est de faire en sorte que le salarié arrive avec le sourire et reparte chez lui avec le sourire. C'est très important, il faut qu'il se sente bien, créer un cadre agréable. Ça passe par un tas de choses. D'abord le respect. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé à UGC, c'est le nombre de collaborateurs. On ne serre pas la main à quelqu'un le matin, c'est une catastrophe pour la personne. On ne serre pas 2, 3 fois la main, on a 30 employés contre soi et ça devient voilà, une sorte de petite catastrophe nucléaire. Du coup, il faut faire attention à tout le monde, avoir une intention pour tout le monde et puis répondre à la demande. Être très à l'écoute, laisser sa porte du bureau ouverte. Ça déjà pour éliminer tout ce qui est source de désagréments au quotidien. Créer un cadre agréable, ça c'est la première chose. La première chose qui évite la démotivation, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut valoriser la personne. Je dirais moi créer un espèce de pathos positif. C'est-à-dire qu'on valorise, on écoute, on demande conseil. Moi, souvent, je vais voir mes chefs d'équipe et je leur demande d'abord, je n'impose jamais une solution, je les écoute, voilà, j'essaye de savoir ce qu'ils ont à proposer, je les mets en avant, beaucoup en avant. Quand quelque chose vient d'eux, il faut le dire, il faut le répéter à la direction, etc. Tout ça pour créer voilà, un sentiment de bien-être, un sport de pathos positif envers son supérieur. Et enfin, le troisième volet de la motivation, c'est les aspirations profondes de chacun. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que chacun a des motivations différentes. Alors là, encore une fois, pas de secret, l'écoute. La petite technique, c'est instaurer des rituels managériaux. Par exemple, ce qu'on fait nous à UGC, c'est les entretiens de suivi mensuels. C'est-à-dire qu'une fois par mois, chaque salarié, chaque collaborateur a le droit à un entretien privilégié avec son N+1 ou son N+2, dans lequel il échange sur ce qu'il a vécu ce mois-ci, sur ses attentes, sur ses volontés d'évolution, etc. Être beaucoup à l'écoute et savoir ce qu'il veut, et une fois qu'on sait ce qu'il veut, lui donner les moyens. Et c'est très important les moyens parce qu'il n'y a pas d'obligation de résultat ici. C'est chez nous une obligation de moyens. Une fois qu'on a donné les moyens à cette personne d'y arriver, de développer ses compétences, alors qu'il y arrive ou pas, il nous respectera, il se sentira bien. En tout cas, lui donner les moyens. Donc créer un cadre agréable, très important. 2, mettre en avant la personne. Voilà, mettre en avant sa valeur ajoutée et enfin lui donner les moyens pour qu'il développe ses compétences et qu'il puisse arriver à ses fins. Tout ça, si on respecte cette idée-là, peu importe les profils, ça marche. C'est comme ça que j'envisage la motivation qui est indispensable au quotidien. Alors par exemple, est-ce que vous auriez une anecdote sur quelqu'un qui était démotivé et vous avez réussi à trouver en fait le levier pour remettre sur les rails cette personne? Oui, alors il y a énormément d'anecdotes, il y a énormément de cas différents, mais je pense à un manager qui a toujours voulu évoluer, qui on a à un moment donné donné l'opportunité d'évoluer, mais on ne l'a pas suivi. Donc on ne lui a pas dit les choses. Elle, ce qu'elle attendait en fait, c'est qu'on lui dise clairement les choses. C'est d'avoir une figure d'autorité en face d'elle qui puisse lui dire là ça va pas. T'es dans la bonne direction, t'es pas dans la bonne direction, chose que jamais on avait réussi à faire. Peut-être par peur, par manque de courage managérial, je n'en sais rien, par manque de suivi tout simplement. Et très vite, quand je suis arrivé donc, dans l'entreprise, j'ai rencontré cette personne, elle m'a expliqué ses difficultés et voilà, j'ai su qu'en étant franc avec elle, en lui donnant des objectifs précis, en la recadrant et en lui disant si oui ou non, elle pourrait évoluer, elle réussirait et comment, j'allais réussir à la motiver. Donc du coup, je l'ai mis en avant, je l'ai plus écouté, j'ai travaillé, je l'ai beaucoup suivi. C'est un manque de suivi. Typiquement, voilà. Ah oui, d'accord. Donc vous avez vraiment capté en fait les freins qui faisaient qu'en fait elle n'arrivait pas à exprimer sa valeur par rapport au groupe et vous avez mis en place un plan d'action individuel qui lui a permis ensuite de démontrer ses savoir-faire. Tout à fait. Il y a un aspect dans la gestion des profils différents très important, c'est la communication. Le management, c'est une histoire pour moi de communication. Il y a un émetteur, un récepteur. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça ne marche pas. On a beau donner toutes les directives qu'on veut, si elles ne sont pas comprises, si elles ne sont pas mal interprétées, ça ne va pas. Et c'est ce que j'ai fait par exemple avec cette personne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Alors il y a différents moyens de s'adapter. Il y a des techniques très connues, des techniques de décodage, de décryptage de la personnalité. Par exemple, tout ce qui est process communication, CAPA communication, Ennéagramme, tout ça. Ça, c'est de la technique managériale qu'on peut apprendre. Maintenant, sur le terrain, l'expérience nous apprend une chose qui marche à tous les coups, c'est l'assertivité. L'assertivité, c'est pour moi l'art de s'affirmer tout en affirmant l'autre. Être très précautionneux, d'affirmer ses positions, tout en permettant à l'autre aussi de s'épanouir.
Donc ça passe par, je sais pas, une problématique, on expose une problématique à un de ses collaborateurs, un fait simple, objectif toujours, on l'écoute, on essaye de trouver dans ce qu'il va nous dire nos points de convergence, le positif, il y en a toujours. Même si on n'est pas d'accord sur une discussion, il y a toujours un terrain sur lequel on va être d'accord, on met l'accent sur ça, ensuite on propose sa proposition différente en s'entourant de toutes les précautions. Je pense que, à mon avis, d'après moi, c'est une bonne idée. On ne dit pas, voilà, les choses sont comme ci, les choses sont comme ça. Moi, j'ai toujours dans la tête l'idée d'un film que j'ai vu avec Robert De Niro, Casino, où on voit Robert De Niro reprocher à un de ses employés d'avoir fait une bêtise et lui explique de manière autoritaire, écoutez, ici, il y a trois manières de faire les choses. La bonne manière, la mauvaise manière et ma manière à moi. Ici, c'est ma manière à moi. Typiquement, c'est le discours anti-assertivité. Il faut réussir à imposer des solutions, parce que des fois, il faut les imposer, mais tout en restant à l'écoute, s'entourer de précautions et essayer d'observer toujours le point de rupture chez l'autre, le moment où il rentre sous stress. Quand on dit je, toutes les précautions qu'on s'entoure, dès qu'il y a un moment où on voit que la personne, ça peut être une mimique, une attitude, une réflexion, que la personne rentre sous stress, sous un stress négatif, alors là on reprend, on le réécoute, on essaie de retrouver des points d'accord et on reprend tout à zéro. C'est ça l'assertivité. Ça permet, sans technique de management pointue comme la process communication, c'est-à-dire des grilles, des codages, de décodage du profil et de la personnalité de l'individu, ça permet de s'adapter à chacun, à chaque personnalité. Alors on parle souvent de la différence entre manager et leader. Est-ce que vous pensez qu'en fait, pour être manager, il faut être leader, pour être leader, il faut être manager? Ce sont deux rôles qu'on peut acquérir. Est-ce qu'un manager peut être très heureux tout en restant manager sans aspirer à devenir leader? Quel est votre point de vue sur ces deux termes? Alors pour moi, le manager ou management et le leader ou le leadership, c'est deux choses différentes mais qui doivent marcher ensemble. Pour prendre une image assez simple, pour moi, le management, c'est la capacité à organiser l'échiquier de façon à ce que chaque pièce prenne sa place de manière harmonieuse dans une direction donnée. Le leadership, c'est la capacité à mener ces pièces dans cette direction, à faire bouger ces pièces dans cette direction. Le manager organise. Dans le manager, la racine latine, c'est manus, c'est la main. C'est quelque chose pour moi d'un peu artisanal. C'est l'organisation, la planification, direction, contrôle. Ça, c'est le management. Il montre la direction. Le leadership, c'est celui qui va réussir à emmener ses équipes vers cette direction. Donc, on peut être un manager sans être un leader, mais pour être un bon manager, il faut être un bon leader. Il y a une petite blague connue aussi qui dit que, en gros, le manager, c'est celui, quand il part de l'entreprise, voilà, c'est des salariés vont à son pot de départ, et le leadership, c'est quand il part de l'entreprise, les salariés le suivent dans sa prochaine entreprise. Ça, c'est cette petite différence. Moi, je pense en réalité que pour que les employés le suivent dans l'autre entreprise, il faut aussi que ce soit un bon manager. Parce que le bon manager, c'est aussi l'organisation au quotidien, le cadre de vie, le sourire de l'employé en arrivant, en partant. Ça, c'est le manager. Un travail d'organisation, de résolution des problèmes. Et ça c'est très important. S'il n'a pas de leadership, il montrera la direction, mais il ne sera pas suivi. Donc, ça ne fonctionnera pas. Il faut les deux. Management, leadership. Même si c'est deux définitions différentes, mais qui doivent marcher ensemble. Très bien. Donc si on reprend un peu vos grandes idées, l'idée c'est qu'en fait pour décider, il faut s'entourer d'objectivité. Pour pouvoir motiver les personnes, il faut être à la fois capable de les comprendre, les écouter, mais en même temps d'avoir un cadre professionnel positif et surtout d'essayer de les développer avec différents outils, tout en s'adaptant à chaque individu. Et le manager et le leader, c'est bien important de comprendre leurs différences, mais quelque part, il y a des interactions très fortes, parce que si on est un bon manager, on peut devenir un bon leader, et pour être un bon leader, il faut avoir été un bon manager. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette interview. Et puis alors, bon vent et bonne réussite dans l'avenir pour vous, qui va peut-être être de devenir un leader. Donc dans cette vidéo, vous avez bien vu qu'en fait, pour Clément, décider, c'est s'entourer d'objectivité, c'est essayer de reprendre des process d'effet pour pouvoir avoir une décision rationnelle.
Pour motiver, il est intéressant de voir que selon lui, il y a 3 dimensions, 3 points importants. On doit écouter, prendre des avis, essayer de mettre en contexte. Deuxième chose importante, créer un environnement de travail positif. Et troisième idée, essayer aussi de trouver quels sont les facteurs de démotivation au-delà des facteurs de motivation. Alors, Clément nous a bien expliqué qu'en fait, pour développer les personnes, il fallait imaginer bien sûr quelles étaient leurs attentes et imaginer des plans d'individualité pour pouvoir les faire progresser. Son point de vue sur le leadership et le management est intéressant parce qu'en fait, il les lie de façon très proche en disant qu'un bon manager peut rester un bon manager sans obligatoirement devenir un leader, mais qu'un leader doit avoir été un bon manager. Donc intéressant de voir des points de vue d'un jeune manager et manager de manager qui, nous l'espérons, deviendra très vite leader.